Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire dans un nouveau décor, petite référence à apostrophe. Voilà. On va parler d'un sujet qui fâche en vous donnant d'abord des informations, mais surtout en vous donnant des bonnes nouvelles. Bon, le sujet qui fâche, vous avez compris, c'est la fiscalité. Il ne vous reste plus que quelques jours, quelques semaines, quelques jours même dans certains départements pour la déclaration de revenus. Donc on va essayer de vous aider à faire votre déclaration de revenus et puis aussi vous aider à réduire, voire supprimer, pourquoi pas, totalement vos impôts. Allez, on peut rêver ensemble. Bon, évidemment, en France, quand on parle de fiscalité, on pense tout de suite CMS Francis Lefebvre. C'est pour ça qu'on a le plaisir d'accueillir Christophe Leclerc. Vous êtes avocat fiscaliste chez CMS Francis Lefebvre. C'est vrai que votre maison, c'est la référence, je vous le dis, vous n'allez pas le dire vous-même, moi je vous le dis, c'est la référence en matière de fiscalité. On peut dire ça quand même. Merci de m'accueillir, Marc. C'est une vieille maison. C'est une vieille maison et une maison active. Bon, bah, très bien. Et on va accueillir mon patron, Patrick Tiberge, directeur général de Meilleur Taux Placement. Donc, je vais être très sympa avec lui parce que c'est lui qui signe mes chèques. Il vient nous expliquer comment on peut réduire son imposition. Vous avez réduit la mienne déjà en réduisant mon revenu. Après, on a des produits qui permettent aussi de le faire. Alors, ce qui est important à dire, c'est si vous nous suivez en direct, vous n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis, on a une centaine de personnes derrière des écrans, comme à l'époque de SVP 1111, qui vont répondre à vos questions. On démarre tout de suite avec vous, Christophe. On va parler de la déclaration de revenus en général, déjà, les principes généraux. Bon, comment on fait concrètement et quels sont les délais pour faire la déclaration de revenus, Christophe? C'est assez simple. On se connecte en ligne via son numéro d'identifiant fiscal sur la déclaration de l'année N-1 avec un mot de passe. Si on n'a pas encore d'identifiant fiscal, on en demande un avec le même système et on reçoit une invitation par email. Du point de vue des délais, c'est comme chaque année un découpage selon les départements. Il y a 3 zones géographiques avec 3 délais différents. Le premier pour les départements du 1 au 19, qui est jusqu'au 23 mai 2014 à 23h59, ainsi que les non-résidents. Deuxième délai pour les zones 20 à 54, le jeudi 30 mai 2024, 23h59, et puis enfin, ainsi que les 2 départements de la Corse, et puis département 55 à 974, 976, troisième zone, jeudi 6 juin 2024, dernier délai, 23h59. Si c'est une déclaration papier, ce sera le 21 mai à 23h59, et enfin, une fois que le site et tout ce processus sera clos, il y aura une réouverture comme chaque année, avec une possibilité entre le 31 juillet et le 4 décembre 2024, de façon précise, de rectifier sa déclaration si on avait oublié certaines choses ou, à l'inverse, surestimé d'autres. Juste une question de tout ça, toute la partie site et tout ça, ça fonctionne bien maintenant, hein? Ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. D'accord. Il ne faut pas attendre 23h58. Il est plus facile, en tout cas, il ne faut pas attendre 23h58, tout à fait. Il est plus facile de faire, si on le peut, par Internet. Alors, Patrick, les gens ont du mal à comprendre qu'on a adopté le prélèvement à la source. Donc, on nous prend sur nos salaires une partie de prélèvement, que ça fonctionne d'ailleurs assez bien. D'ailleurs, en France, tout ce qui est fiscalité fonctionne assez bien quand il s'agit de prendre des impôts. Mais par contre, pourquoi on doit déclarer s'il y a un prélèvement à la source? C'est pas forcément simple à comprendre. Alors c'est vrai que depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source a été mis en place en France, ce qui permet effectivement sur des revenus salariaux déjà d'avoir l'impôt qui a été prélevé par l'État. Et c'est effectivement, on ne le fait pas une minute avant 23h59, parce qu'il faudrait quand même contrôler les montants qui sont déjà pré-remplis, adressés soit par votre employeur, soit par l'établissement bancaire, soit par l'assureur qui pré-remplit des classes. Donc il y a quand même un sujet de contrôle à faire systématiquement dans la déclaration en ligne. Ensuite, il y a d'autres revenus qui ne sont pas prélevés à la source. Typiquement les revenus fonciers sur des appartements que vous détenez en bien propre. C'est à vous de remplir le montant des loyers. Il ne faut pas se dire, c'est prélevé à la source, j'ai rien à faire. Non, vous avez quand même un travail en fonction des revenus que vous touchez. Christophe, qui déclare? Est-ce que c'est une déclaration par membre du couple? Est-ce que c'est les enfants, mariage, Pacs? Comment ça se passe? C'est une déclaration par foyer, un foyer fiscal, c'est-à-dire un célibataire ou un marié pacsé. À ce moment-là, il y a une déclaration commune. Et puis, il y a la question des enfants. Il y a un rattachement automatique des enfants mineurs. Et puis, sur option, quand c'est intéressant, c'est une chose à étudier, des rattachements pour les enfants de moins de 21 ans au 1er janvier 2023 ou de moins de 25 ans au 1er janvier 2023 qui poursuivent des études. D'accord. Un non-résident, ça doit faire une déclaration? Ça doit faire une déclaration au titre de ses revenus français.
de source de ces française. revenus français, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres, alors comme le non-résident, est-ce qu'il y a des cas particuliers, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Il y a des tips déjà, quelques tips à donner. Il faudra être attentif à demander, par exemple, quand on est parent isolé, à bénéficier d'une demi-part supplémentaire, quand on élève seul l'enfant, sur le premier enfant, on a un système de part. Il y a des exonérations sur les revenus de stage et de job étudiants qui ne sont pas automatiques, donc c'est à faire soi-même dans la déclaration pré-remplie. Il y a des déductions au titre des frais de scolarité, quand on a des enfants collégiens, lycéens ou qui poursuivent des études supérieures. Des déductions de pension alimentaire. Il y a maintenant, si on va sur des pièges, il y a une foultitude de pièges. C'est un processus fastidieux pour lequel, dès qu'il y a une opération complexe, c'est utile, s'il y a un enjeu, d'être accompagné. Et est-ce qu'on peut se faire accompagner Voilà, je dirais, si les sujets sont simples, le conseiller meilleur taux placement peut donner des réponses aux clients. Nous avons un ingénieur patrimonial qui peut aussi accompagner sur des questions un petit peu plus complexes. Néanmoins, si les sujets sont vraiment sophistiqués, typiquement une cession d'entreprise, où là il y a une fiscalité quand même spécifique à l'entreprise, ou d'autres cas particuliers, cession d'actions, d'AGA, là il y a un régime fiscal très particulier et c'est plutôt avec des avocats fiscalistes qu'il faut se faire accompagner sur ces sujets qui peuvent être assez sensibles, dont la taxation est relativement élevée dans certains cas. Quelque chose à rajouter sur l'accompagnement ? Tout à fait d'accord avec les exemples donnés. Il y a des tonnes de mécanismes de sursis, de report d'imposition auxquels il faut être attentif. Et le déclaratif, derrière, souvent, c'est des options à prendre, qui sont l'aboutissement parfois d'un processus de réflexion, de structuration patrimoniale. Et ces options sont importantes parce que pour certaines, on ne peut plus revenir en arrière. D'accord. Donc si j'ai bien compris, l'indemnité de stage, par exemple, de Patrick, c'est un cas particulier. Tout à fait. Qu'il faut traiter de façon différente. Circonstancié. Allez, on va passer à la partie comment déclarer ses revenus. Quel revenu? Alors justement, on parlait de se dire tout n'est pas fait et il y a quelque chose à contrôler. Patrick l'expliquait très bien tout à l'heure. Quels revenus sont généralement pré-remplis et lesquels ne le sont pas, Christophe? Les revenus généralement pré-remplis sont ciblés, c'est essentiellement les salaires, les retraites, les pensions, les allocations de pré-retraite, de chômage, les indemnités de maladie, les revenus de placement financier, on va en parler un peu, on reçoit des IFU, imprimés fiscal unique, venant de la banque ou de l'établissement financier. Ça, c'est l'essentiel de ce qui est pré-rempli, ce qui n'empêche pas, comme le disait Patrick, de vérifier les éléments. Pour le reste, ça n'est généralement pas pré-rempli. Donc les revenus fonciers, les plus-values mobilières, les revenus non salariaux, tout ce qui est revenus des indépendants, le sujet des revenus des personnes à charge, justement quand on a des enfants à charge, les charges déductibles, les pensions alimentaires, les dépenses pour bénéficier d'un crédit, d'une réduction d'impôt, etc. J'en passe. Donc c'est l'essentiel. Il n'y a pas 18 pages d'exception. Il n'y a pas 18 pages, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Est-ce qu'on doit déclarer tous ces revenus, y compris ceux à l'étranger ? Tout à fait. On doit déclarer les revenus de source étrangère et ceux perçus à l'étranger. Il y a une déclaration spécifique là-dedans, si on rentre un tout petit peu dans le déclaratif, qui est la 2047, qui va reprendre les revenus par typologie, et en lien avec l'idée que le revenu puisse être taxé également à l'étranger, et que pour éliminer la double imposition potentielle, eh bien, on ait un impôt à l'étranger qui forme un crédit d'impôt en France, ou une exonération à l'étranger, et une prise en compte du revenu pour juger du taux qui va s'appliquer en France, puisqu'on sait que pour un certain nombre de revenus, on a un barème fonction du montant des revenus, un barème progressif. Alors Christophe, on est chez Meilleur Taux Placement, donc on va parler placement. Alors c'est la seule question que je pose, à laquelle je sais répondre. Donc je vous la pose pas parce que je vais pas vous dire. Je réponds pas. Bah ouais, je vais pas vous demander est-ce que les intérêts des livrets A ne sont pas déclarés. Ils sont exonérés, tout à fait. Bon, ça c'est le seul truc dans toutes les questions que j'ai à vous poser, c'est la seule que je connais. Quid des autres livrets? Les livrets jeunes, livrets d'épargne populaire, les livrets de développement durable sont également exonérés. La plupart des livrets réglementés. En revanche, les autres produits de placement, pour la plupart, sont notamment les livrets privés, sont taxés au PFU, 30%, ou sur option au barème quand c'est plus avantageux. Mais généralement, ce qu'on appelle le PFU, donc la taxation globale à 30%, est plus avantageuse. Justement, nous, on a un super livret. On a eu un super livret, effectivement, l'année dernière. Pour ceux qui l'ont souscrit l'année dernière, on bénéficie d'intérêts majorés boostés à 5,50 sur une période de 3 mois. Donc pour ceux qui ont souscrit le livret en 2023, ils auront un IFU qui va être adressé aux clients de façon à ce qu'ils puissent bien vérifier que le montant a bien été reporté dans sa déclaration d'impôt. Et il sera fiscalisé à hauteur de 30%, les prélèvements sociaux, plus les 12,8 de fiscalité liées au livret. Alors tu sais que chez nous, l'assurance vie, c'est incontournable. Voilà, c'est incontournable. Chez Meilleur Taux Placement, tu peux nous rappeler un peu la fiscalité? T'as révisé ou pas?
Oui, je le connais depuis un certain nombre d'années. Donc la fiscalité en assurance vie, effectivement, il y a les contrats avant le 27 septembre 2017. Avant 2017, vous aviez une dégressivité de la fiscalité en fonction du nombre d'années d'ouverture. Aujourd'hui, maintenant, les contrats ont plus de 8 ans et la fiscalité, c'est 7,5 plus les prélèvements sociaux. Et depuis le 27 septembre, vous avez la flat tax qui s'applique, donc les prélèvements sociaux, plus 17,2, plus les 12,8% de l'impôt, quel que soit le nombre d'années d'ouverture du contrat d'assurance vie. Et alors sur les gains de rachat de l'assurance vie? Alors ce qui est important, c'est que les gains, la fiscalité s'applique uniquement sur les intérêts liés au rachat. Quand vous rachetez dans un contrat d'assurance vie, on rachète une partie de capital et un petit bout d'intérêt généré dans le contrat. Et c'est cette partie-là qui est fiscalisée. Et c'est le document qui est adressé par l'assureur au client qui permettra d'avoir le montant des intérêts qui a été racheté, qui sera fiscalisé au titre de la flat tax. C'est très bon. Oui, merci. Ouais. Et comment on doit déclarer ces gains? Encore de façon assez simple, pour ajouter une petite chose, on a une fiscalisation. Il avait oublié un truc sur une toute petite chose, mais c'est pour faire l'intéressant. Je retire ce que j'ai dit alors. On a une petite fiscalisation aux prélèvements sociaux sur les contrats en euros. Sur le fonds euro, évidemment. Voilà. À la source. Mais Patrick peut sans doute on était sur les rachats. investissements. Il allait en parler, Sur la déclaration, ça se fait dans la 2042, comme beaucoup de choses, dans un cadre de revenus de capitaux mobiliers qui va essentiellement distinguer ce qui est plus de 8 ans et moins de 8 ans. Et puis ensuite, en distinguant, comme tu l'as dit, ce qui est produit au titre de bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie pour les versements effectués avant le 27 septembre 2017 et ceux à compter du 27 septembre 2017. Voilà. Puis pour le reste, on a des cases qui distinguent chaque situation spécifique qui là peuvent nécessiter une analyse un peu particulière, fonction d'ailleurs du montant qui ont été versés dans les contrats d'assurance vie. Donc on a parlé livret A, ça je connais, on a parlé livret défiscalisé. Par définition, pas de fiscalité. On a parlé des super livrets, on a parlé de l'assurance vie. Patrick, je voudrais qu'on parle des SCPI. D'abord, tu nous expliques ce que c'est un peu la pierre papier, l'immobilier, en 2 mots, rapidement. Ouais, donc on a l'immobilier physique ou l'immobilier papier. Immobilier papier appelé plus souvent SCPI, Société civile de placement immobilier ou Société civile immobilière, qui sont soumis à un régime fiscal aussi spécifique. Donc on a la 2044 qui doit être remplie pour déclarer ses revenus fonciers liés aux locations ou liés aux revenus issus des SCPI. Et les SCPI, on a 2 types de SCPI. On a les SCPI où l'investissement a été fait uniquement sur des immeubles en France. Et là, la fiscalité s'applique comme un bien immobilier que vous détenez en propre en France. Et vous avez des SCPI qui sont investis à l'étranger. Et là, effectivement, il y a un avantage fiscal qui est intéressant, c'est que vous avez une exonération des prélèvements sociaux au titre des revenus qui ont été perçus, avec en plus un crédit d'impôt ou une exonération d'impôt en fonction des lieux où l'investissement a été fait par la société de gestion. Donc là, la société de gestion vous adresse chaque année le montant des intérêts que vous avez perçus. C'est pas à nous de calculer Non, tout ça. C'est pas à nous, c'est très bien fait. Vous recevez directement, le client reçoit les revenus touchés dans chacun des pays. Il a juste les cases à remplir et la taxation est calculée automatiquement. Alors tu parlais de pierre papier. Oui. On va parler d'immobilier, un autre sujet qui fâche, l'IFI. Comment, quand on déclare l'IFI? Christophe? Dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu, puisque c'est une annexe à la déclaration d'impôt sur le revenu, donc dans les mêmes délais. L'IFI, c'est un patrimoine net imposable, taxable au 1er janvier, égal ou supérieur à 1,3 million. Un patrimoine net au niveau du foyer fiscal, donc là c'est le célibataire ou les personnes en couple, y compris un concubinage, avec les enfants mineurs au point du foyer. Un patrimoine, une évaluation, c'est une valeur de marché, c'est sur l'immobilier qui est détenu en direct ou l'immobilier intermédiaire au travers de sociétés ou typiquement les parts de SCPI. Et net parce que l'endettement, un certain endettement va être déductible. Par ailleurs, il y a un certain nombre de biens exonérés, donc ça se fait dans un document qui donne un certain nombre d'informations autour d'une information de synthèse, un certain nombre de biens exonérés, dits professionnels, et puis par typologie de biens qui va décrire le patrimoine. D'accord. Alors maintenant, on a parlé des sujets qui fâchent, les impôts. Maintenant, on va parler des déductions d'impôts. Là, j'ai plus le sourire. D'abord, réduction d'impôts, crédit d'impôt. Christophe, tu peux nous donner, parce qu'on confond un peu les deux. La déduction, il faut avoir un impôt à payer, parce que sinon c'est perdu. Donc on le déduit, et sinon, s'il n'y a pas à déduire, c'est perdu. Un crédit d'impôt, si ça excède l'impôt dû, c'est remboursable. D'accord. Et qu'est-ce que l'acompte qu'on reçoit en début d'année, c'est quoi ? C'est 60% de la dépense au titre des personnes employées à domicile
de l'année N-2. C'est-à-dire que vous, comme on le sait, le fait d'employer des personnes à domicile, les frais de garde d'enfants génèrent un crédit d'impôt. On a permis aux contribuables de bénéficier d'une avance plafonnée, tout à fait, selon la situation à 12 ou 20 000 euros. Il a une douzaine de personnes de service chez lui, il ne peut pas tout déduire. Malheureusement, non. On en est réduit à faire plus de choses soi-même, Patrick. C'est incroyable. Il passe l'aspirateur depuis. Et du coup, j'ai perdu le fil. Non, c'était la compte qu'on reçoit en début d'année. Et 60% de ce montant, celui que l'administration connaît, c'est-à-dire celui de l'année -2, est donné en janvier, directement versé sur le compte du contribuable sous forme d'avance. Et puis sera imputé sur l'impôt dû. Très bien. Christophe, fais-nous sourire un peu, donne-nous des exemples de charges déductibles à déclarer. Oh, je ne sais pas si ça fait sourire. Il y a un certain parce nombre que tout ce qui est à déduire, ça fait sourire. La CSG déductible. Tout ce que je rajoute, ça me fait pleurer. Et ce que je déduis, ça me fait sourire. Le rachat de cotisation de trimestre de retraite, je dis pas ça. Non, ça je le prends comme un coup bas, mais c'est pas grave. Les pensions. Tu vas le payer cher. Les pensions, un certain nombre de pensions versées au conjoint, à l'ex-conjoint. Voilà, mais j'en ai perdu le fil, donc il y en a un certain nombre comme ça. Et alors concernant, là on continue sur la liste des placements, là on va parler de placements défiscalisants. Tout à l'heure on a parlé de fiscalité des produits de placement. Il y a évidemment le PER, on en parle à tout le monde, il faut un PER pour tout le monde, voilà. Le plan d'épargne retraite, effectivement, est un super outil défiscalisant. Christophe va l'expliquer, mais vous pouvez investir 10 000 euros sur votre plan d'épargne retraite et en fonction de la tranche marginale d'imposition, vous avez une réduction d'impôt qui est égale au montant investi multiplié par le taux d'imposition. Exemple, j'ai investi 10 000 euros, j'ai une tranche marginale d'imposition autour de 30%, j'ai 3 000 euros de réduction d'impôt à la fin de l'année. Ce qui est quand même dingue, Patrick, à chaque fois qu'on en parle, c'est que, en plus, le montant qu'on peut déduire, il est sur la feuille d'impôt. C'est ultra simple, quoi. C'est-à-dire, pourquoi tout le monde ne fait pas ça, quoi. Je veux dire, c'est un cadeau qu'on fait à l'État. Exactement. Vous prenez votre avis d'imposition, dernière page, vous regardez, vous avez les 3 dernières années avec le montant maximum que vous pouvez déduire et vous pouvez le cumuler en une fois avec les 3 dernières années. Donc ça, c'est effectivement un super avantage fiscal que nous offre l'État, qu'il faut savoir exploiter. Et en plus, vous allez pouvoir investir vos liquidités sur le PER en choisissant les bons produits financiers, de façon à ce qu'à la retraite, vous puissiez toucher des revenus complémentaires de par l'investissement que vous avez fait au fil de l'eau sur le PER pendant des années. Et comment justement on les déclare, ça, Christophe ? Toujours dans cette déclaration 2042, dans les charges déductibles, dans un cadre 6. Ce qui est intéressant, pour rajouter quelque chose à ce que dit Patrick, qui est tout à fait intéressant, c'est le fait qu'on peut mutualiser le plafond de déduction quand on est une imposition en couple, en cochant une case qui est la case 6QR dans la déclaration d'impôt sur le revenu. De façon, encore une fois, puisque même en cas de plafonds qui sont assez importants, à les optimiser et à être certain de pouvoir déduire le maximum de ces versements. C'est-à-dire qu'on peut prendre en fait le plafond. Un bout de ce que n'a pas consommé dans la. On peut piquer le plafond de sa femme. Voilà. D'accord, c'est ce que tu nous proposes en fait. Par exemple. Alors sur le PER, donc ça c'est le plafond de déduction. Autre plafond défiscalisant qu'on fait beaucoup, nous, c'est l'IR-PME, en direct ou via des fonds. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer là-dessus ? On peut parler effectivement de ceux qui investissent directement dans des titres de société respectant des critères particuliers, 250 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires, permettent d'avoir une réduction d'impôt égale à 18% du montant investi. Exemple, les clients qui ont investi dans le Deal Club bénéficient d'une réduction d'impôt de 18% pour l'investissement qui sera réalisé quand même en 2024. Ouais. Donc là, ça sera fait l'année prochaine. Mais tous ceux qui ont investi dans les sociétés, effectivement, bénéficient de cet avantage fiscal qui est quand même non négligeable. Il y a un deuxième outil qu'on met en avant, c'est le FIP Corse, où là, on va encore plus loin. 30% de réduction d'impôt pour le montant investi sur le FIP Corse. Donc voilà, là aussi, c'est un avantage fiscal intéressant. C'est quelque chose qu'on propose. Qu'on propose à nos clients, effectivement, pour aller... Et on est très favorable à ça, c'est un bon produit. Ah, si on le propose, c'est que c'est un bon produit. Ouais, c'est un bon produit. Aujourd'hui, tu le conseilles à... Voilà, en fonction du montant d'impôt à payer, en fonction du montant que tu souhaitais investir, effectivement, plus la tranche marginale d'imposition est élevée, plus le montant investi après permet d'avoir une réduction d'impôt importante. Ces versements et tous ces placements, on les déclare comment ? Toujours je sens une déclaration 2042 ici, qui regroupe de façon générale tout ce qui est défiscalisation, dons, ce genre de choses.
On a comme ça un certain nombre d'annexes. On a parlé de la 2044 pour les revenus fonciers, la 2047 pour les revenus étrangers. Cette 2042 ici vient pour les réductions d'impôts. On peut ajouter que sur la période du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023, on a même eu un taux de déduction majoré à 25%. Il y a certains plafonds qui s'appliquent et puis il y a un dispositif de report dans certaines situations quand la réduction d'impôt n'a pas été consommée, avec une capacité à le reporter dans certaines situations sur 5 ans. On arrive à la fin, Patrick, un point que tu voulais soulever ou qu'on n'a pas vu ensemble? Non, après, ce qu'il faut, c'est effectivement nos conseillers chez Meilleur Taux Placement sont là pour accompagner le client sur ces sujets fiscaux de déclaration, d'optimisation fiscale. On a les produits adéquats. Donc allez-y, on est là pour ça. Voilà. Il faut on a aujourd'hui. Contactez-nous dans les agences. Contactez-nous dans les agences. Et si le sujet devient trop compliqué pour nous, on se retourne vers le cabinet Francis vers Lefebvre, le spécialiste. Et on sera ravis de venir en appui. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit? J'ai tout dit. Un grand merci. Il y a plein de choses à dire, et un grand merci pour cet échange. Merci à tous. Donc vous voyez que sur un sujet quand même qui est pas très rigolo, on arrive à sourire un peu. Voilà. Et puis on arrive à vous donner des astuces, on arrive à vous aider, et puis on arrive aussi à vous donner des moyens pour réduire ou déduire de l'impôt. Alors voilà, gardez que la bonne nouvelle de ce webinaire. À bientôt.